Comptons, reprit-il. 3 sous de pain, 2 sous de lait, 3 sous de charcuterie m'empêchaient de mourir de faim et tenaient mon esprit dans un état de lucidité singulière. J'ai observé, comme tu sais, de merveilleux effets produits par la diète sur l'imagination. Puis mon logement me coûtait 3 sous par jour. Je brûlais pour 3 sous d'huile par nuit. Je faisais moi-même ma chambre. Je portais des chemises de flanelle pour ne dépenser que 2 sous de blanchissage par jour. Je me chauffais avec du charbon de terre, dont le prix divisé par les jours de l'année n'a jamais donné plus de 2 sous pour chacun. Enfin, j'avais des habits, du linge, des chaussures pour 3 années. C'était assez, ne voulant m'habiller que pour aller à certains cours publics et aux bibliothèques. Toutes ces dépenses réunies font 18 sous. Il m'en restait 2 pour les choses imprévues. Mais je ne me souviens pas d'avoir, pendant cette longue période de travail, passé le pont des Arts, ni d'avoir jamais acheté d'eau. J'allais en chercher le matin à la fontaine de la place Saint-Michel, au coin de la rue des Grès. Oh, je portais ma pauvreté fièrement. Un homme qui pressent un bel avenir marche dans sa vie de misère, comme un innocent conduit au supplice. Il n'a point honte. Je n'avais pas voulu prévoir la maladie, mais comme Aquilina, j'envisageais l'hôpital sans terreur. Je n'ai pas douté un moment de ma bonne santé. Le pauvre ne se couche que pour mourir. Mais l'étude est si maternellement bonne qu'il y a peut-être un crime à chercher d'autres récompenses que les pures et douces joies dont elle nourrit ses enfants. Je me souviens d'avoir souvent mangé délicieusement et gaiement mon pain, mon lait, assis auprès de ma fenêtre, en respirant l'air du ciel, en laissant planer mes yeux sur un paysage de toits bruns, grisâtres, rouges, en ardoise, en tuiles, couverts de mousse jaune ou verte. Quand ma résolution de vivre ainsi fut prise, je cherchais mon logis dans les quartiers les plus déserts de Paris. Un soir, je revenais de l'Estrapade, et pour retourner chez moi, je passais par la rue des Cordeliers. À l'angle de la rue de Cluny, j'aperçus une petite fille d'environ 14 ans qui jouait au volant avec une camarade. Leur rire et leurs espiègleries amusaient les voisins. Il faisait beau. La soirée était chaude, le mois de septembre durait encore. Devant chaque porte, il y avait des femmes assises et dévisant comme dans une ville de province par un jour de fête. Je me souvins du séjour de Jean-Jacques Rousseau dans cette rue. Je la regardais. J'aperçus l'hôtel Saint-Quentin et l'état de délabrement dans lequel il se trouvait, me faisant espérer d'y rencontrer le gîte peu coûteux que je désirais, je voulus le visiter. En cherchant la maîtresse de l'hôtel, je fus frappé de la propreté qui régnait dans cette salle, ordinairement assez mal tenue partout. Une femme de 40 ans environ se leva. Il y avait des malheurs écrits dans ses traits, et son regard était comme terni par des pleurs. Je lui soumis humblement le tarif de mon loyer. Elle n'en parut point étonnée, et chercha seulement une clé parmi toutes les autres. Alors elle me conduisit dans les mansardes de sa maison et m'y montra une chambre qui avait vue sur les toits, sur les cours obscures des hôtels garnis du voisinage, et par les fenêtres desquelles passaient de longues perches chargées de linge. Rien n'était plus horrible. Cette mansarde aux murs jaunes et sales sentait la misère et appelait un savant. La toiture s'en abaissait irrégulièrement et les tuiles disjointes y laissaient voir le ciel. Il y avait place pour un lit, une table, quelques chaises. Et sous l'angle obtus du toit, je pouvais loger mon piano. N'étant pas assez riche pour meubler cette cage digne des plombs de Venise, la pauvre femme n'avait jamais pu la louer. Or, ayant précisément accepté de la vente mobilière que je venais de faire les objets qui m'étaient en quelque sorte personnels, je fus bientôt d'accord avec mon hôtesse et le lendemain je m'installai chez elle.